Bonjour Valéria Rodriguez, bienvenue. Heureux de vous retrouver dans cette émission. Bonjour Thomas, merci et merci de nous inviter. Vous êtes donc responsable du pôle plaidoyer mobilisation au sein de l'ONG Max Havelaar, qui agit notamment avec le label Fairtrade Max Havelaar pour développer, je le rappelle, le commerce équitable, respectueux des droits humains et de l'environnement. Et vous avez lancé le 19 juillet dernier avec Fashion Revolution France une initiative citoyenne européenne intitulée Good Clothes, Fair Pay. De quoi il s'agit ? Alors, il s'agit d'un outil de démocratie citoyenne, de démocratie participative. C'est-à-dire qu'on a tous en Europe, peut-être qu'on le sait, on ne le sait pas, on a la possibilité en Europe de lancer des initiatives citoyennes pour demander à la Commission européenne de se pencher sur une question et d'imaginer peut-être, si elle le considère nécessaire, une législation pour nous tous, pour les Européens. Donc c'est avant tout cela. Oui, on est dans un cadre précis qui est le cadre de l'initiative citoyenne européenne. Ce n'est pas une pétition comme une autre, c'est vraiment les signatures vont être validées par l'Union européenne, etc., pour que ça soit légal. Donc nous avons le challenge d'obtenir 1 million de signatures pendant l'année qui vient. Et qu'est-ce qu'on demande ? J'imagine ce que vous voulez savoir. Ce que nous voudrions, c'est qu'il y ait une législation qui oblige les entreprises à avoir un devoir de vigilance, à s'assurer le plus possible et à mettre tout en place pour que les travailleurs et les travailleuses du secteur textile partout dans le monde, là où les entreprises européennes font leur approvisionnement, puissent avoir un salaire vital. Qu'est-ce que c'est qu'un salaire vital ? Parce qu'on a tous, par exemple, en France, on connaît le SMIC, c'est le salaire minimum. Dans tous les pays, il y a à peu près, c'est rare le pays dans le monde où il n'y a pas un salaire minimum légal. Mais le salaire minimum légal dans certains pays, il n'est pas vital. Il suffit pas à vivre. Il n'est pas vital. Par exemple, on va voir un pays comme l'Inde. Il est très connu, l'Inde. On produit beaucoup de nos vêtements en Inde. En Inde, le salaire perçu par les travailleurs normalement est autour de 110, 120 euros. On calcule que le salaire vital serait de 320, donc x 3. Voyez ? Mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un salaire vital finalement ? Un salaire vital, c'est pour nous avant tout un droit humain. Parce qu'on le sait peut-être pas ou on l'a oublié, mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que toute personne a droit à une rémunération équitable qui lui permette de vivre dans la dignité et d'assurer sa santé, sa sécurité, d'avoir le bien-être, etc. Ben ça, c'est un salaire vital. C'est-à-dire que je peux puis vivre dans un pays donné, donc on le calcule. Hein. En Inde, ça ne va pas être la même chose qu'en Bangladesh, qu'en France, qu'en Équateur, etc. Et donc on le calcule, je dois pouvoir vivre décemment, avoir un toit, envoyer mes enfants à l'école, avoir droit à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, avoir même aussi de l'argent pour subvenir à des imprévus dans la vie, donc pouvoir épargner. C'est-à-dire le minimum vital pour vivre. Si je reprends l'exemple de l'Inde, ça voudrait dire quoi ? Il faudrait tripler le salaire des travailleurs, et d'ailleurs ce sont souvent des femmes, des travailleuses du textile ? Oui, tout à fait. Et vous faites bien de le dire que ce sont surtout de travailleuses, parce que dans l'industrie du textile, 80% des travailleurs, ce sont des femmes. Et donc, ça permettrait aussi, effectivement, d'améliorer le niveau de vie, mais aussi de lutter contre les inégalités hommes-femmes fortement. Alors, donc il y a cette pétition qui a été lancée. Vous avez 1 an pour atteindre ce seuil du million de signatures. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire, est-ce que la Commission, l'Union européenne, la Commission européenne doit forcément changer le règlement et prendre des décisions, ou est-ce que c'est simplement incitatif ? Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, la Commission ne doit pas forcément changer la réglementation ou la loi, mais elle doit forcément, c'est-à-dire que le million de signatures de citoyens européens qui ont signé l'oblige à présenter la pétition et à présenter la proposition au Parlement européen, au Conseil européen, etc., à toutes les instances européennes. Donc, il est dans l'obligation de le présenter. Il est dans l'obligation de faire l'analyse de la question, de se pencher dessus
Mais bien évidemment, à la fin des fins, elle pourrait dire non, nous ne considérons qu'il n'y est pas nécessaire de faire une législation dans ce sens. Mais bon, voilà, on croit que l'environnement est plutôt favorable parce que, comme vous le savez, la Commission a lancé une proposition de directive sur le devoir de vigilance générale pour les entreprises, pour la durabilité des entreprises en Europe. Et en France, nous avons une loi sur le devoir de vigilance, il y en a dans d'autres pays européens, etc. La législation est de plus en plus forte en termes de droits humains, donc nous pensons que c'est quand même un environnement favorable. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer après? C'est-à-dire que les marques qui ne respectent pas cette directive, imaginons que ça aboutisse à une directive, elles pourraient voir le marché européen se fermer, c'est ça? Alors, ce qui se passerait, c'est que ce que nous demandons, c'est que toutes les entreprises mettent en place toutes les mesures nécessaires, s'assurent de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que les salaires vitaux puissent être payés tout au long de leur chaîne d'approvisionnement aussi, parce que les chaînes d'approvisionnement du textile sont très très longues, donc qu'ils puissent s'assurer de cela. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise qui n'aurait pas, que s'il y a un fournisseur, par exemple, d'une entreprise finit par ne pas respecter, qui serait complètement bloqué. Mais il faut que les entreprises, ça changerait le logiciel des entreprises parce qu'elles seraient obligées de tout mettre en œuvre. Et quand on dit tout mettre en œuvre, ça veut dire aussi, par exemple, changer leurs pratiques commerciales. Parce que nous considérons que les pratiques commerciales ont une incidence dans la question des droits humains. Par exemple, quand on peut rompre un contrat du jour au lendemain, quand on peut mettre des délais extrêmement courts pour la production, quand on dit qu'il faut produire de plus en plus à plus bas coût, etc., tout ça est source de violations de droits humains, de journées très longues, de salaires bas, de travail des enfants, etc., etc. Mais il y a aussi un aspect pédagogique, parce qu'on on voit que les adolescents, et particulièrement les adolescentes, pour des questions de budget le plus souvent, mais aussi de mode, c'est-à-dire de propositions constamment renouvelées, elles vont vers l'ultra fast fashion aujourd'hui. C'est ce qui marche le mieux. Malheureusement, il faut le dire, donc sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Donc il y a aussi un aspect pédagogique dans une démarche comme celle-là. Tout à fait, parce que du coup, nous sommes en train de parler à tous les citoyens européens, de leur demander de prendre peut-être conscience aussi de ce qui se passe dans la fast fashion. Nous, on pense que la fast fashion est vouée à disparaître et on l'espère vraiment. Moi, Thomas, je suis assez optimiste parce que malgré le fait que la fast fashion continue à fonctionner énormément, et bien évidemment, la proposition qu'on met ici sur la table, quand on parle de salaires vitaux pour toutes les chaînes d'approvisionnement, on est en train de dire que le modèle doit changer et que le modèle de la fast fashion ne peut pas fonctionner parce que, évidemment, un t-shirt à 2 ou 3 euros ne pourra pas continuer à exister. Oui, je suis d'accord avec vous. Dans une perspective de moyen terme, mais à court terme, c'est pas ce qui se passe. Non, à court terme, je ne vais pas encore citer la marque, parce que je l'ai cité plein de fois, et voilà, mais il y a une marque chinoise qui a fait irruption sur le marché français, ce que je disais, et les adolescentes, c'est la première marque des adolescentes françaises aujourd'hui, en quelques mois, parce que le prix et le renouvellement des gammes. Oui, et en même temps, j'espère qu'on voit aussi le développement de toutes les friperies qui sont aussi remplies de jeunes qui souhaitent utiliser des vêtements de seconde main. Je pense aussi à toutes les influenceuses qui apprennent aux jeunes filles à fabriquer leurs propres vêtements. C'est quelque chose qui ne se passait pas il y a quelques années. Faire ses propres vêtements était démodé. Ça commence à être à nouveau à la mode. Je vous l'accorde. C'est encore minoritaire. Mais toutes ces démarches-là, le réemploi, la friperie, la couture soi-même, tout cela devrait nous permettre aussi de, quand on va acheter un vêtement neuf, acheter un vêtement qui m'assure que les travailleurs, les travailleuses et que les conditions sociales ont été respectées tout au long de ces chaînes d'approvisionnement. Je voudrais terminer sur l'effet de la crise Covid sur la situation dont on parle. Ça a aggravé la situation ? Énormément. La crise Covid a été terrible pour toute l'industrie textile, surtout dans les pays en développement, dont vient la majorité de nos vêtements, il faut se le dire. Ce sont des pays dans lesquels il n'y a pas le droit au chômage, etc. Et donc les usines se sont arrêtées du jour au lendemain parce que justement les entreprises ont arrêté les contrats du jour au lendemain. Donc il y a eu des milliers de travailleurs et des travailleuses qui se sont retrouvés tout simplement sans revenus. On termine, merci beaucoup Valérie Rodriguez, on termine pour peut-être donner l'adresse. Comment soutenir cette initiative citoyenne européenne ? Alors il faut aller chercher Good
Claude Fair Pay, ou sinon tout simplement sur le site internet de Max Havelaar France ou sur le site internet de Fashion Revolution France, vous allez trouver toutes les informations pour signer et on vous invite à signer nombreux. Thomas. On attend la vôtre cet après-midi. Ça saurait tarder, merci beaucoup. Merci Valérie, à bientôt. On passe à notre débat, le financement participatif en soutien de l'économie durable. C'est parti.